donc, qui va présenter au nom du directeur coordonnateur adjoint. Je suis le chef de service soins et traitement du programme national de lutte contre le sida. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, la présentation sera structurée donc en 6 points. Le premier sera donc le fardeau de la COVID, conformément au plan qui nous a été transmis. Le deuxième point sera les modifications apportées donc aux directives et pratiques concernant la distribution de multimois. Les modifications apportées également aux directives et pratiques concernant les modèles de groupe. Et on va faire donc une lucarne sur les bonnes pratiques. Ensuite, le suivi et évaluation dans le contexte du COVID et des points sur les défis et les questions prioritaires pour la Côte d'Ivoire. Diapo. Bien, donc en ce qui concerne donc le fardeau, il faut dire que nous avons eu le premier cas de COVID le 11 mai 2020 donc en Côte d'Ivoire, et cela a amené le pays, conformément à ce qui était fait au niveau mondial, donc au niveau du Conseil de sécurité, donc à instituer la fermeture des frontières, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h, la fermeture des écoles, le confinement progressif des populations, la création de couloirs humanitaires donc, pour venir en aide aux personnes et aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance, la mise en quarantaine des cas suspects et des contacts de malades dans des centres réquisitionnés par l'État, l'interdiction de rassemblement, on est parti de 50 personnes à 200, ensuite on est revenu à 50, la suspension de tous les événements sportifs, la distanciation sociale de moins 1 mètre, le port de masque obligatoire, les fermetures des bars, des restaurants et des maquis, la réduction donc, du nombre de passagers au niveau des véhicules de transport en commun. Diapo. Donc, ici, vous avez le point donc, du 9 juin que nous avons positionné et qui montrait donc un certain nombre de personnes, c'est-à-dire les cas confirmés qui étaient à 4 684, les personnes guéries à 2 263 et les personnes décédées à 45. Au niveau de la riposte en ce qui concerne donc le programme national de lutte contre le sida et particulièrement pour les soins différenciés, nous avons donc institué un seul modèle de distribution ARV et mis en œuvre donc le modèle notamment de 3 mois d'ARV à tous les patients. Les nouvelles inclusions, les patients non stables et les patients stables, de même que les femmes enceintes, les adolescents et les enfants et les co-infectés TB. Donc, il y a eu un modèle unique. Il y a eu le renouvellement de médicaments synchronisés par la dispensation, surtout les patients sous TPI, la distribution de ARV, suivie de distribution de préservatifs féminins et masculins. Et en cas d'impossibilité de déplacement, il fallait convenir avec le patient d'un lieu approprié pour recevoir sa dotation en ARV. Et pour les PVVIH âgés de 60 ans et plus et ceux présentant une comorbidité, conformément aux instructions donc, du Conseil de sécurité, il était question de la distribution communautaire des ARV. Diapo. Donc, les réunions, donc, dans la riposte également, les réunions de groupe ont été suspendues dans le contexte, donc, conformément aux mesures barrières. Et notamment, il s'agit des groupes d'autosupport de patients stables et les groupes d'adolescents. Mais les réunions d'adhérence communautaire ont été maintenues tout en respectant donc, les mesures barrières, notamment la distanciation sociale, le port de masque, le lavage des mains et pas de salutation donc, et d'accolade au cours des réunions. Diapo. Il y a eu également donc l'élaboration, tout cela était donc dans un plan couvrant donc les interventions cliniques et communautaires, et l'intérêt de ce plan était donc d'assurer la continuité des services avec l'utilisation des agents communautaires, des travailleurs sociaux, donc pour le renouvellement des ARV au niveau des patients confinés. Il y a eu la prise en compte des patients TB avec la distribution donc de dotation par rapport au traitement, le soutien également dans le cadre de la riposte pour garantir de prendre en charge donc les personnes négligées dans le suivi des ARV, et également la question de l'offre de services tels que la charge virale, le conseil renforcé
à l'adhérence pour ceux qui en ont besoin. Il y a eu la mise en place d'un cadre donc, facilitant le télétravail pour maintenir le suivi des activités donc, au niveau du Programme national de lutte contre le sida. Diapo. La mise à disposition donc, de frais supplémentaires de communication pour donc, les partenaires cliniques et communautaires, en fait, c'est d'appeler les patients qui étaient donc, dans cette situation et qui devaient donc renouveler leur traitement. Pour la division communautaire des ARV, les directeurs départementaux qui sont responsables au niveau déconcentré pour les activités du ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires, donc, ont été saisis pour assurer la sécurité du déplacement des agents communautaires, notamment par le respect strict des mesures barrières dans les transports en commun ou individuels. La sensibilisation des patients sur les mesures barrières pour les transmissions dans le cas du COVID, la recherche systématique des signes en rapport donc avec le COVID et en cas de signes, la remise aux clients de masques chirurgicaux est mis en lien avec les services de dépistage et de prise en charge. Diapo. Et donc, en vue de capter l'information de soins différenciés en situation de la COVID, donc le PNLS en collaboration avec la Task Force, le groupe technique de travail donc, sur les soins différenciés, a développé, mis à jour certains outils de collecte de rapportage, notamment une checklist clinique intégrant donc l'item de COVID, une fiche de suivi des patients en discussion communautaire, une fiche de rapportage trimestriel des soins différenciés. Slide, diapo. Bien, donc voici présenter les fiches. C'est des fiches qu'on utilisait déjà dans le cadre des soins différenciés, notamment pour ce qui concerne donc, les activités dans les groupes d'autosupport pour donc, un minimum de screening pour évaluer un peu les patients qui ne venaient pas pour des visites cliniques, mais qui étaient à des réunions avec les travailleurs sociaux. Nous avons donc ajouté les items par rapport au COVID qui sont donc au niveau de la fiche sur la droite, et vous allez voir que c'est au niveau de la 1, 2, 3, la ligne concernant les cas suspects de COVID a été donc ajoutée, de même que dans la fiche de suivi du patient bénéficiant des ARV en communauté. Diapo. Bien, en termes de défis, il faut dire que il y a eu donc des ruptures intermittentes de stock d'ARV. Il faut rappeler que nous étions déjà dans un processus de transition au TLD en Côte d'Ivoire et donc quelques difficultés, notamment avec des formes isolées, mais également dans notre mécanisme d'approvisionnement. La plupart des commandes venant de l'extérieur, donc les mesures faisaient que c'était un peu difficile d'avoir les approvisionnements selon le mécanisme qu'on avait l'habitude d'utiliser. Il y a eu l'insuffisance de suivi du plan de crise COVID devant permettre donc la prise de décision et précisément pour le PNLS parce que n'étant pas directement impliqué dans le comité national. Et donc les questions prioritaires à ce jour pour nous, c'est que nous n'avons pas véritablement de données pour l'instant sur l'adhésion au traitement pour les patients avec comorbidité COVID, c'est-à-dire les patients, les PVVIH. Également, la question de la prévalence VIH et donc la comorbidité COVID, nous n'avons pas encore de recul par rapport à ça. Et quel est le protocole des patients COVID vivant avec le VIH? Également, nous n'avons pas de précision. On sait qu'il n'y a pas vraiment un protocole spécifique à ce jour, étant donné que la structure de référent a quand même partagé l'algorithme. Diapo. Bien, donc c'était un peu les quelques points pour ce qui concerne la riposte et les dispositions prises dans le cadre pour assurer la continuité des services au PVVIH. Je vous remercie. OK, merci docteur Kouadjalé. Et je profite de l'occasion pour dire bravo à la Côte d'Ivoire pour ces changements impressionnants faits pendant cette période de COVID-19. Et pour rappel, pour les participants, si vous pouvez poster vos questions
dans la boîte à questions-réponses Q&A qui est au bas de la page. Alors, je vais inviter Alain Somia qui va nous présenter une réponse des bénéficiaires de soins communautaires. Alain Somia, vous pouvez aller. Excusez, je voudrais juste préciser que dans la présentation, le premier cas de COVID a été donc découvert en Côte d'Ivoire le 11 mars. Donc, dans l'écrit, c'était marqué mai. Ça a été une coquille. Merci. Merci, Dr. Kwadjale. Alain Somian. Merci, Hervé. Bonjour à tous et à toutes encore. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, les acteurs communautaires aussi ne sont pas restés en reste. Nous avons accompagné la partie nationale dans l'atteinte des résultats. Alors, il y a un certain nombre de questions auxquelles je vais répondre. D'abord, la première question, c'est de savoir si les patients manquaient d'ARV par peur d'infection au COVID-19. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau national, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris toutes les dispositions pour que tous les patients sous traitement ARV bénéficient de 3 mois de traitement pendant la crise sanitaire. Beaucoup de patients ont été relancés grâce aux frais de communication qui ont été mis à la disposition des agents communautaires à travers les ONG. Il faut dire effectivement qu'il y a eu une peur. La plupart des hôpitaux étaient peu fréquentés à cause du Covid. Cette psychose-là s'est vraiment propagée dans pratiquement tous les centres de santé au niveau national, à tel enseigne que et les patients qui viennent pour les soins en routine et même pour les PVIH, beaucoup de personnes sont restées à la maison par peur de contracter le coronavirus. Alors, comment y remédier? Au niveau du RIP, nous avons proposé qu'il fallait renforcer la communication sur le Covid et adapter les messages à chaque cible selon sa vulnérabilité. Il faut aussi faire des séances de sensibilisation de proximité avec l'appui des acteurs communautaires qui seront capables de mener ces activités en tenant compte des mesures de protection qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire et aussi de rapprocher les antirétroviraux à travers la mise en œuvre de la distribution communautaire stipulée dans le plan de contingence qui a été fait par le Programme national de lutte contre le sida. Et ce plan de contingence a été fait et il faut dire que toutes les parties prenantes, notamment les communautaires, ont vraiment participé à l'élaboration de ce document parce que quand le PNLS l'a fait, je pense que chacun a apporté sa contribution avant que ce document ne soit partagé au niveau national. Alors, les patients se sentent-ils protégés du Covid lorsqu'ils se rendent dans les centres de santé? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'État a prévu des moyens pour protéger les populations. Alors, quels sont ces moyens-là? Il faut dire que les masques de protection, les gels hydroalcooliques et même les gants, dans certains centres de santé, quand vous allez, ce dispositif est mis en place pour aider les populations qui vont dans les centres de santé à se laver les mains. Et il y a même des vigiles même qui sont là, qui vous obligent à vous laver les mains d'abord avant de rentrer dans l'hôpital. Il y a aussi le respect des mesures barrières. Voilà. Et puis, il y a l'installation des centres de dépistage dans tous les quartiers d'Abidjan. Et ça, c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement pour que dans chaque quartier, il y ait des postes de dépistage. Aujourd'hui, vous avez constaté qu'on a beaucoup de personnes qui sont dépistées dans la population et ça nous permet d'avoir une idée exacte de personnes chaque jour qui ont fait le nombre de dépistage et qui ont fait le dépistage dans la communauté. Alors, il faut dire que les patients ne reçoivent pas des masques, mais sont obligés de les porter avant de rentrer dans les centres de santé. On note également la prise de température qui est faite à l'entrée des centres de santé et aussi, comme j'ai dit, le lavage des mains qui est vraiment sous la surveillance du vigile qui vous oblige à, c'est pas seulement dans les centres de santé, même pour rentrer dans les pharmacies, vous oblige à laver les mains et d'avoir un masque. Même dans les supermarchés, pour rentrer dans un supermarché, si vous n'avez pas le masque, vous ne rentrez pas. C'est une obligation qui est faite et ça, c'est une mesure qui est respectée par pratiquement toutes les populations. Alors, l'expérience des patients dans la localité, dans la collecte de 3 à 6 mois, c'est-à-dire la dispensation multimensuelle dans le modèle selon les directives nationales. À ce niveau, ce que nous pouvons dire, c'est qu'au regard du stock disponible, la quasi-totalité des patients sous traitement ARV ont tous reçu une dotation de 3 mois pendant la période de confinement. Et les patients qui étaient hors de leur zone de prise en charge
ont été ravitaillés grâce aux actions que le RIP a entreprises, bien entendu avec l'appui du PNLS. Nous avons pris attache avec le professeur Huy qui nous a demandé de se rapprocher de son équipe et je pense que nous avons envoyé une documentation pour permettre aux DD de prendre des mesures dans leur district sanitaire pour ravitailler les patients en situation d'urgence, c'est-à-dire ceux qui se sont déplacés pour des raisons ou une autre, qui sont venus à Abidjan et on a fermé les frontières. Quand je dis frontières, on ne peut pas sortir d'Abidjan. Donc, le patient qui est bloqué à Abidjan, alors qu'il est suivi peut-être à Daloa ou bien à Isia ou bien à Lakota, vous comprenez bien qu'il ne peut pas avoir accès à ces antirétroviraux. Donc, je pense qu'à ce niveau, le PNLS a vraiment compris le cri de cœur du RIP+, et je pense que beaucoup de patients ont été ravitaillés parce qu'on recevait beaucoup d'appels au niveau central, au niveau du RIP+, pour nous demander, mais on est venu à Abidjan, on est bloqué, comment on fait pour avoir nos antirétroviraux? Donc, moi-même, j'ai appelé le professeur Huy avec qui j'ai échangé. Je pense que cette solution a vraiment été réglée. Nous tenons à dire merci au PNLS. Alors, l'autre question, c'est de savoir est-ce que les patients reçoivent la dotation de médicaments selon ce qui a été recommandé. Effectivement, tous les patients ont reçu des médicaments selon ce qui a été recommandé. Nous-mêmes, nous avons pris attache avec certains patients sous traitement qui nous l'ont confirmé. Aussi, l'équipe de RIP, même moi j'étais dans l'équipe, nous sommes allés dans les centres de santé pour vérifier effectivement si la dotation qui a été recommandée, est-ce que ça a été vraiment donné aux patients. Et ça a été vérifié. Nous sommes rendus dans certains centres de santé pour le vérifier. À côté de cela, il faut dire que la disponibilité des médicaments des patients pour ceux qui sont suivis à distance, parce qu'il y a certains patients qui avaient des problèmes à venir dans les centres de santé pour se ravitailler. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce niveau? Dans un premier temps, à travers le Fonds mondial et le PEPFAR, les acteurs communautaires qui interviennent dans les centres de santé ont reçu des dotations. C'est tout à l'heure ce que le Dr Kwadiel a dit. Effectivement, nous sommes récipiendaires du Fonds mondial dans la zone 5 et vous comprenez que ce n'est pas facile de mener des activités pendant cette situation sanitaire où on ne sait pas effectivement qui est contaminé par le Covid. Donc, il y a eu des relances qui ont été faites à distance à travers les communications qui ont été déposées et les conseillers communautaires ont fait les appels. Et l'État a demandé à ce que les communautaires, sinon que les centres de santé, fassent la disposition de 3 mois, le modèle unique qui a été proposé pour que tous les patients bénéficient du traitement pendant cette période-là. Effectivement, les patients ont reçu 3 mois pendant cette période-là. Alors, il faut dire que ce que nous avons soutenu, c'est vrai que certains conseillers communautaires pouvaient aller dans les domiciles, mais en même temps, le corona a fait qu'il fallait vraiment se protéger et puis avoir vraiment l'autorisation de certains patients avant d'aller chez eux pour donner le traitement. Parce que malgré que l'État ait demandé que tous les patients aient les antirétroviraux de 3 mois, je vous assure que beaucoup sont restés chez eux à la maison. Donc, comment il fallait faire pour que ces patients aient le traitement? Nous avons pris des mesures avec les conseillers communautaires, bien entendu, en tenant compte des mesures barrières, on leur a mis à disposition du matériel de protection et avec l'autorisation des conseillers et des malades, certains conseillers communautaires sont allés chez elles à la maison pour leur donner leurs médicaments, bien entendu, en respectant les mesures barrières. Et aussi, il faut dire que dans la communauté, il y a des patients qui sont dans les mêmes quartiers avec certains conseillers communautaires. Là encore, c'était plus facile. Donc, les conseillers communautaires prenaient le traitement au centre de santé et une fois arrivé dans le même quartier, il appelait le patient et il lui remettait son traitement. Et ça, je vous assure que c'est une action qui a marché. Aujourd'hui, je peux dire qu'à 100%, tous les patients ont reçu leur traitement antirétroviral, que ce soit pour les TLD ou ceux qui sont encore sous l'ancien régime. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Alain Sommer. Merci beaucoup. Je peux dire que nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire est en train d'implémenter des changements impressionnants et ces changements-là sont en train de considérer les besoins spécifiques des bénéficiaires de soins. Mais la question est de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire a suffisamment de données pour démontrer si les changements que vous êtes en train d'implémenter ont apporté des bénéfices sur l'implémentation des soins différenciés? Est-ce que les changements ont été bénéfiques pour les bénéficiaires des soins? Est-ce que vous pouvez démontrer ça en donnant des données et analyser les données? Et ma deuxième question
est-ce que ces changements vont persister ou vont-ils être implémentés après la période de COVID-19? Je vais commencer par Dr. Kwadjale. Est-ce que vous pouvez prendre ces deux questions pour répondre? Après, nous allons donner à Alain Somian la parole. Merci. Dr. Kwadjale. OK, merci beaucoup. Je voudrais dire que donc, pour la première question, effectivement, on a donc fait récemment une réunion dans le cadre de notre réunion habituelle du groupe technique de travail sur la pédiatrie. On en a profité donc pour demander à tous les partenaires de mise en œuvre et on a eu un recul par rapport d'abord à la dispensation de multi-mois. Il faut dire que effectivement, comme Alain vient de le confirmer, la plupart ont eu, mais les quelques soucis qu'on a vite fait de rattraper concernant les ruptures intermittentes, aujourd'hui, la difficulté est surtout liée à la question de l'opirito à cause de la situation internationale. Et donc, il a fait que les patients qui étaient sous ce protocole de façon précise ont eu du mal à bénéficier donc des 3 mois, mais les gens se sont arrangés pour donner par moment 2 mois et 1 mois et puis renouveler. Et donc, le souci aujourd'hui, c'est surtout par rapport à ces patients qui sont sous ce type de protocole. Mais il est évident que le fait qu'on ait pris même les nouveaux patients montre que ça a été bénéfique. C'est ce retour-là qui nous a été fait donc par tous ceux qui étaient en lien avec le niveau opérationnel directement. Et surtout qu'on sait qu'en termes de vulnérabilité, les nouveaux patients ont beaucoup plus de vulnérabilité par rapport aux anciens. Et ceux-là ont reçu donc ces dotations de multi-mois. Pour ce qui concerne la deuxième question, effectivement, nous avons fait donc ce modèle unique, cette distribution de multi-mois pour tous les patients. Mais aujourd'hui, nous avions déjà des modèles dans le cadre donc, des soins différenciés et nous avons envisagé, pour ce qui est de la distribution communautaire, on est en train d'envisager quand même un démarrage et donc on ne pourra pas reconduire de façon systématique parce qu'on n'aura pas vraiment tous les leviers pour pouvoir encadrer cela. Et donc, on va certainement revenir au modèle qu'on faisait avant, mais comme le modèle communautaire va aussitôt démarrer, donc il y a donc un certain nombre de modèles qui étaient mis en œuvre dans le cadre exceptionnel qui va donc continuer, mais qui va continuer de façon progressive. Voilà, donc parce qu'on voudrait avoir le recul, parce que c'est quand même assez difficile si on doit continuer avec tous les patients, ce serait un peu difficile par rapport à la situation que tout le monde connaît, parce qu'il faut que ça met beaucoup de pression, surtout pour mettre à disposition les multi-mois à tous les patients. Et en même temps, derrière cela, il faut aussi gérer la question de la gestion des effets secondaires, de l'adhérence au traitement pour surtout les nouveaux patients. Donc, pour nous, on ne pourra pas continuer comme ça pour tout le monde, mais on pourra maintenir dans le cadre de la distribution communautaire les patients stables pour lesquels nous allons démarrer et continuer dans cette distribution-là. Mais pour les nouveaux patients, c'est quelque chose qu'on va faire de façon progressive. Merci beaucoup, Dr. Kwadjale. Vous avez des réponses à mes questions? Alain, vous êtes toujours là? Oui. Oui, je suis là, je suis là. OK. Merci Hervé, merci à Dr. Kwadjale. Alors, ce que je peux dire en tant que communautaire, que nous, on n'est pas médecin prescripteur. Notre rôle, c'est d'assurer un peu au niveau communautaire la disponibilité des traitements dans les centres de santé et en pharmacie. Alors, quand nous constatons qu'il y a des produits qui manquent, nous lançons l'alerte. Et tout à l'heure, Dr. Kwadjale a parlé de l'opirito. Effectivement, au début de la crise sanitaire, nous avons fait ce constat. Je pense que nous avons interpellé le PNLS dans ce sens-là. Voilà. Donc, je pense que ce que Dr. Kwadjale a dit, ça se confirme parce que nous avons dit. Et donc, à ce niveau, je pense que d'après les informations qu'on a reçues, la disponibilité de ce traitement ne peut plus poser de problème parce que je pense que la demande avait été faite. Mais si on n'a pas encore été ravitaillé, peut-être que c'est un problème de calendrier.
Sinon, je pense que le lobby Rito, depuis la crise. Alors, au niveau de la documentation, il faut dire que nous, au niveau communautaire, nous sommes souvent appuyés par les partenaires, notamment le Fonds mondial et le PEPFAR. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de nos activités communautaires, tout ce que nous avons énuméré ici tout à l'heure, nous avons documenté. Et je pense que ce sera pour nous-mêmes l'occasion, lorsque il y aura peut-être des abstracts, on va peut-être aller voir certains partenaires pour avoir les chiffres et peut-être accompagner le narratif qui a été fait. Sinon, nous avons commencé à faire la documentation de tous ces cas parce qu'effectivement, il faut reconnaître que au niveau, chez nous, les anglophones et les francophones, on a du mal à faire la documentation des bonnes pratiques. Et ça nous échappe beaucoup. Quand on va dans les conférences internationales, on se rend compte que les anglophones nous donnent beaucoup le pion parce qu'eux, ils documentent tout. Alors, je pense que nous aussi, on a pris connaissance, on a pris bonne note de toutes ces pratiques-là. Je pense qu'au niveau national, personnellement, nous avons commencé à documenter et je pense que le moment à venir, si éventuellement ce document est disponible, on pourra peut-être le partager avec la partie nationale. Peut-être qu'ils pourraient peut-être apporter leur contribution, voir quelles sont les informations qu'ils pourraient éventuellement corriger pour respecter les directives nationales. En tout cas, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup Alain Somian et Dr Kwadjale Marturin pour cette présentation sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents d'apprendre de vous ce que vous êtes en train de faire. En ce temps, je vais remettre la parole à Myriam pour la suite du séminaire. Merci beaucoup. Thank you, Merci, and thank you for an excellent presentation. We can continue to ask questions of the Côte d'Ivoire team in the Q&A section. But now I am delighted to turn to the second half of our webinar today, next slide, which will be a panel discussion with 4 of our colleagues who I believe are probably known to most of you. Lee Abdel-Fadil is the Senior HIV Advisor at the Global Fund Strategy, Investment and Impact Division. Katie Godfrey is a Senior Technical Advisor for HIV Care and Treatment at PEPFAR at the Office of the Global AIDS Coordinator. Wame Jallow is the Director of Global Programs and Advocacy at the International Treatment Preparedness Coalition. And Ani Shakarashvili is the Special Advisor in the Fast Track Implementation Unit at UNAIDS. So we have, they're not making presentations. We have asked them to think about some specific questions. So next slide. One of the questions we asked, and please chime in if you want to add your impressions or your own responses to these questions, just use the Q&A box. But we asked, what are some of the most interesting and or important DSD innovations that you have seen in response to COVID-19? Next slide. So I selected a few to highlight on these slides. And I'm going to just let you look at them and discuss for a moment. And then I am going to have 2 slides of responses. And then I'm going to ask our panelists to add their thoughts. So on this slide, you can see that many of the panelists, or many of the sort of first things that come to mind when people think of the most interesting or important innovations in DSD that have been implemented in response to COVID-19 is the separation of clinical care from drug dispensing and the marked expansion of multi-month dispensing and decentralized delivery. So you can see that there were comments about the policy, the rapid policy change, as you heard in our previous presentation. You can see that this, in some countries, has led to expanding multi-month dispensing, not only of antiretroviral therapy, but also of TB preventive treatment, PrEP, and opioid substitution therapy, as well as innovative delivery methods for the drugs themselves, whether that's delivery by peers, home delivery, postal delivery, community ART distribution. And I'm going to pause here and just ask our panelists to unmute themselves and
maybe I'll start off by just calling on people. So Lee, can you just say a little bit more to this point in terms of what you've seen around multi-month dispensing and innovative drug delivery? Of course. Good afternoon, everybody, and thanks, Mariam and team, for inviting me to speak at this very important panel and to be in the company of such wonderful global experts. I think what I found very interesting and important is that policy operational challenges have been knocked down on their head when COVID came. We've in the past few months or past few years, we've been discussing, can we expand MMD? Can it be done? Is it operational? To which population? In which setting? Facility? Community? Now, those questions are no longer valid. The policy has been swiftly changed in many countries, and I think it's an interesting and important change, because innovation is not always about introducing things that have you know, are far-fetched. Sometimes it's about really changing what is happening in countries. So countries who have been grappling with 3 months dispensing, now when I see them speaking about 6 month dispensing, about introducing dispensing machines, about home delivery, about a postal system, about waiving all and every kind of restriction to 6 or 3 months dispensing, in itself, that's an innovation. And I think we should acknowledge it as an innovation and embrace it as such. And I hope that we will, moving forward, will no longer ask the questions about can it be done, but actually how it can be done and how it can be expanded and how everybody can benefit from it. And I totally agree with the comment about separating clinical care from MMD. Just waiving viral load and clinical considerations for all populations has really helped move MMD within COVID to a very different space. We've just also seen what South Africa has done with their 12 months, you know, scripting, dispensing, and extension of prescription validity. That's a new frontier, and we should all push ourselves to get there. Over. Great, thank you, Lee. And Wame, do you want to comment? Sure, thank you very much. And thank you to the panelists and to all the attendees for joining us today. Just to agree with Lee, we've seen a lot of really important innovation as it relates to how communities are now engaging with health facilities. In particular, we're finding that networks, for example, or people living with HIV are working with health facilities to do the home delivery, so they're able to see who are some of the recipients of care lost to follow up, you know, have increased treatment education, reinforcement with those home deliveries, so they're able to speak to the recipients of care, understand some of the challenges, information gaps, and really reinforce it with treatment education sessions as well. So in addition to just the home deliveries, we're finding that just a dialogue and bridging the relationship with health facilities has really been a very strong presence as a result of COVID. Thank you. And Ani, did you want to add anything? Yes, thank you very, very much. And thanks for this opportunity. Just not to repeat, but rather add to what has been said. And thank you, colleagues, for those great examples. 2 points. One is, in addition to the community delivery and motorcycle and other door-to-door deliveries, some impressive examples we've seen in many countries where drop-in centers and special community support centers have been opened for key populations. And the other aspect that I'd like to highlight is, in addition to multi-month dispensing, what we've seen being strengthened and scaled up was the support services. In addition to adherence support services with consultations and radio and other messaging, the communities themselves and peers have turned into those very advisors that have been immensely helpful to the communities of people living with HIV. And then lastly, what I also wanted to stress is the importance of the support to families for those kids that live with HIV and they are on ART. Some of the countries have really managed to
take the collection of blood to their homes instead of making the families come all the way to the clinics, in addition to providing multi-month supplies of ARVs. So there are really impressive initiatives, but also at the regional level. For example, the solidarity efforts across Latin America and Caribbean region that included very rigorous analysis of ARV supplies and looking at it from the multi-month dispensing point of view for forecasting and even guaranteeing the lending and borrowing between the countries. So all in all, what it tells you is that, you know, when this kind of crisis occurs, countries and communities and individuals mobilize so quickly and so rapidly with some amazing innovations and different very practical approaches. And as was said by Dr. Ladji, the sustainability of it, you know, what happens after COVID, that's exactly what we need to also think of, you know, how to take the innovations into the routine practical approaches for better outcomes of HIV services. Mm-hmm. And Katie, I called on you fourth, so you don't need to add anything, but if you wanted to add anything, please go ahead. Yeah, no, I would like to add a couple points. And thank you, Miriam, for having this really important hosting this really important discussion with and to all the involved members. It's really very, this particular group has been really helpful to me, trying to understand the impact of COVID-19 on programs. I really do think that the rapid policy shift has been impressive. Looking for a way to share my screen, but because I have a little graphic that I can show. More than half of the countries that we looked at as of end of May had significant policy changes that allowed the multi-month dispensing to be more inclusive in the last 2 months. So this really is, you know, to think about policy changes that that have been made in a 2-month time period. It's really an acceleration of it's really a really rapid response. So that's really one thing. And the other thing is that, you know, all of a sudden I think it kind of clicked that, you know, drug dispensation is a different activity than clinical care, and people who need clinical care really it's a different element. So I think it gets back to the basic principle of differentiated service delivery. It's the right care for the right people given by the for the correct problem given by the right people. So if you think about differentiated service delivery using that lens, then I think that that what we'd like to do is actually, you know, give people who have advanced HIV disease, really more attention, and people who have who are stable on ART, they need much less care. And it's really a question of checking some boxes, you know, making sure that they're virally suppressed, making sure that there's no challenges to adherence, making sure that the drugs get into the pocket or into the medicine cabinet so that it's easy to take. It's really about making the healthy choice the easy choice as well. And I think that delivery of drugs, the innovative delivery of drugs, has really been incredibly helpful. And the decentralized drug delivery is really, you know, we've seen so many innovations, you know, between home delivery, community pharmacies, with support and monitoring through electronic platforms, and the automated dispensing, alternative pickups. These are all innovations that have really been very recipient of care friendly innovations that I think are very, very important.
Great, thank you. And some of those issues come up in some of the sort of following slides. So we'll hear some of those themes come back about the speed at which policies have changed, the importance of thinking about vulnerable populations and people with advanced disease and comorbidity. So those are definite themes. Next slide. The points on the next slide are just that in addition, which we won't go into in the same depth, but that in addition to innovations in treatment, that the panel also highlighted that there's been innovations in sort of policies around self-testing, that the expansion of self-testing in response to COVID-19 has also been a theme. Next slide. We have a poll next. So you'll see a poll question pop up on your screen, and we have maybe not such a good translation here. This is Google Translate, sorry. But the question is, from your perspective, from the perspective of participants in the webinar, do you agree with the statement that COVID-19 has led to substantial changes in DSD models in the country, either where you live and work or a country that you support if you're a global partner? So we're getting, I will just give this a moment. Okay, so it looks like, Christine, you can end the poll, or actually I think I can end the poll. So you should be able to see that 95% of the participants who answered in our short window to answer, apologies, agree with this statement. So that for the people on this webinar, there's strong support for the idea that COVID-19 has led to substantial changes in DSD models, which is sort of what we're also hearing from the panelists. So next slide, we're going to go to our second question that we asked, which was, what about DSD worries you? What keeps you up at night? Next slide. So here, these, again, some of the illustrative answers, and I'll give you a moment to sort of look to see, are these also what are keeping the other people up at night? But let me go in, let me change up the order and ask Ani to comment first. What are you worried about in terms of DSD in the context of COVID? If we are talking about the COVID context, obviously it's not only the policy changes that need to happen, and they are happening, but also their implementation and then the confidence level on the side of the providers that that's the way to go, and the backup by them having, for instance, sufficient supplies of ARVs to be able to, in a differentiated way, provide multi-month dispensation themselves or through community workers or volunteers to the patients that they are concerned about. The other thing, and that's where this issue of the real or perceived ARV stockouts or other commodity stockouts come in, which we are more and more looking into together with WHO and other partners. Now, the other one, if we're talking about, again, COVID context, is the unique opportunity for us now to prove that this people-centered, they're needs-based, in the acceptable services on individual level, at the community level, are tried out now if they have not been tried out, expanded if they have been in place, and with innovations and modifications are scaled up further, but they also remain to be the instrumental and inseparable part of DSD after COVID. And then lastly, the issue of still, we are concerned about the large number of people living with HIV that are lost to follow-up. It was the case before COVID. During COVID particularly, that is a concern. Insufficient treatment literacy, yet
again, continues to be an immense issue. HIV incidence rates are still high in many settings, and millions of people have not accessed HIV testing, do not know their HIV status, and many are not virally suppressed. So all of this are relevant within COVID and beyond. And lastly, before I conclude, is the issue of, when we are talking about differentiated approaches, we ought to also pay even more attention to comorbidities such as non-communicable diseases and others other than TB, which COVID has proven and showed us the importance of. So we, again, are about rights-based and people-centered and the needs-oriented and needs-focused approaches. Great, thank you. Katie, do you want to add anything? Yeah, sure. So, I think that we have to really think about this as an opportunity as much as anything else. I'm kind of an optimist in that in that regard. The loss to follow-up is real, but I do think that many places are, many countries and many clinics are taking the opportunity to make big clinic lists and trying to find the individuals that have been lost to follow-up. And I think that taking that opportunity is really, really important, and really drilling down on who has picked up meds and who hasn't picked up meds, and trying to find those individuals, and and allowing people to pick up meds in different locations. So, for example, people who are individuals who are registered at one clinic can actually pick up meds at a different clinic. I think those kinds of activities are really important. I really do think that, though, that we have to be able to prove that this activity works to improve outcomes for people with HIV. And by that I mean we have to show that the approach improves adherence, it improves viral suppression, and that the approach can really actually work to help all people with HIV. I totally take the point, Danny, about those with comorbidities, and this is the issue of taking care of comorbid conditions. I think is something that is critically important, particularly in the setting of COVID. There's new information suggesting that that both cardiac disease and diabetes in particular, I'm just sort of diving into that literature, that it's not just that individuals with diabetes have more experience when they have COVID, experience more adverse outcomes with COVID, but it may be that that COVID can cause diabetes in some individuals, and so there's a really intriguing sort of line of investigation that's now being thought about. So I do take the point about morbidities, and I think advanced disease is really still out there. I mean, we know that at 10, we know that people presenting for the first time with advanced disease, there's still a significant proportion of those people. So and we're thinking very much about that. So I guess my main message really is that we have to find the people who have dropped out of care and figure out how to get them into get them their medicines. Over. Thank you. And I'm going to, Lee and Wami, I'm going to have you answer the next question, but we'll have a final wrap up. So if you had something you wanted to say to this slide, you could say it at the conclusion. Next slide, please. So the next slide is another poll. And so it's a little bit about what keeps you up at night, which is how confident are you that the changes made to the DSD treatment models in response to COVID will work to support adherence to ART, retention, and care?
So we'll just give this, again, just a few moments. Okay, I'll give it 10 more seconds. If you're going to vote, vote now. People are still voting, so I'm going to cheat and give it a little more time. The numbers are going up. Okay, I'm going to end the poll and share the results. So this is mixed. So again, a small number, but some of you were very confident. The most popular answer was that you were confident, and there was some people who were a little more concerned, so slightly confident. And that goes well with the next question. So we're going to skip, Laura, to the question about M&E. So keep going. Nope. Slide 27, the one about M&E. Do you think M&E systems? Thank you. Excellent. Okay. So sorry, I'm just keeping, I know that we only have 5 more minutes, so I wanted to skip to this one. So this is related to some of the issues that have already been mentioned. Next slide. And related to the fact that a lot of policy and practice changes have been put into place very, very quickly. And we are very interested in learning if they work, right? There was some split opinion about how confident people are that they will be effective. I think that they're promising positive responses, as we've heard from the Côte d'Ivoire presentation. But there are also concerns about the ability of the existing sort of routine M&E systems to capture the impact of COVID-19 on HIV programs in general, on DSD in particular, and then the question of, are these new innovations effective? So I'm going to ask Wame, do you want to comment on that? Sure, thanks, Miriam, for that. Yeah, I mean, I definitely agree with these points. I mean, I think there's a lot to be still strengthened with our M&E system, and this is really crucial and critical at this time to inform policy improvements and see what is happening on the ground, what's working, what's not working, and where it is that we need to increase capacity and provide support. But just adding a point about how we can expand our M&E system to ensure that we're really giving the driver's seat to communities as well to collect the data, really have a lot of community-led monitoring processes in place. And that would allow us to really see from the recipient of care point of view where the quality issues and gaps are, what are the opportunities for us to scale, what are people still struggling with in terms of accessing treatment and services from that point of view. There's a lot of quantitative data that's already collected through the M&E systems, but we don't have enough qualitative data, very anecdotal information that gives us the reason behind why the impact of the stockouts, for example, or why some treatment adherence issues are creeping up amongst recipients of care. So really giving a relook at some of the indicators and also figuring out new ways of collecting data. Right now, most of the systems relies on an in-person contact, but now with COVID, we need to think about it in a virtual context. How do we still collect this type of data virtually? How do we collect it using communities to drive some of the data collection processes? So I think we need to have a rethink and relook at the indicators, but also how we collect the data and who collects the data going forward. So that's a great point. Laura, can you skip to the last slide, just sort of while we're wrapping up? Thank you. Miriam, yes. This is Lee. If you would, because I was kind of waiting for you to have a pose. If you allow me just to say a couple of important things. Yes, everyone's going to get a last wrap up comment. So please, Lee, you first. Okay, perfect. So I think I had to sit down with this fact a little bit because it really was very disturbing. But to link to M&E and what keeps me up at night, 6 months interruption of ARVs during COVID will double
AIDS-related mortality in 1 year with effects for the next 5 years. This is going to take us back to 2018 mortality results. So it is keeping me up at night, I think. And it's important to also reflect, to know that 500,000 deaths might happen within the next year due to interruption of ARVs, a complete interruption of ARVs in sub-Saharan Africa. So it is important for us, for all of us, to scale up. It is a silver lining, as I think Kate was saying, but also as Swami was saying, to make sure that we continue to monitor the results and not forget that community-led monitoring shouldn't happen only at the facility level, but it should happen at the community level as well. And my other challenge was supply chain data. It's very difficult to interpret. The moment you talk about is the level of stocks perceived or not conducive to multi-month dispensing, this is when you look at an ARV stock report and don't fully understand, is that a yes or is that a no? And you need experts to start explaining to you what should be a very simple data set. Over. Thank you. Wame, do you want to make any last remarks? No, I think a lot of it has already been said, but just to really emphasize the point that in order for us to really improve on our DSD models, we really need to take track from the recipients of care what they think, how it's benefiting them, and where the challenges still remain in terms of scaling DSD. Mm-hmm. Great point. And Katie, any last thoughts? No, I really take Wame's point very, 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 very seriously. I think that understanding exactly the lived experience of recipients of care is critical to making sure that that the models are working for them. And Ani, any last comments? Just two, thank you so much. Two quick ones. One is that differentiated service delivery is also a way to empower communities and people living with HIV, adults and children and adolescents, and to promote also and support their self-confidence and self-care by placing the power in their hands. And then the other one is we cannot succeed with any of this unless we also address some of the social issues that COVID particularly has shown us being of immense importance, including, the food shortages and no way to move around, with lack of transport or lockdown, etc. I mean, the childcare and poverty issues. So we have a lot to do, but there has been already so much shown within this very short number of months that I'm very optimistic about, by learning lessons now and documenting them, as it was very rightfully mentioned before, documenting well for the sake of also other countries and other settings, we can definitely succeed in the years to come. Thank you. Great, thank you. I think that is an excellent, optimistic and serious way to conclude this conversation. We will share the slides, and Katie, if you wanted to share that slide that you mentioned, we can include that in the deck. We can just sort of insert it in there. The slides and recordings from all the previous Sequin webinars are posted to the website. We are going to have a webinar a week from today on June 23rd, which will include an update from the World Health Organization and also another panel discussion about where we are now and where we're going. I want to really sincerely and deeply thank our participants from Côte d'Ivoire, our panel participants, our interpreters, thank you very much, and invite you all to join us next week. Thanks, everybody. Thank you. Thank you very much. Bye, everyone. Bye-bye.